Pour la conférence suivante, on va accueillir Jean-Pierre Bourguignon, qui a été chercheur au CNRS, professeur à l'école polytechnique, directeur de l'IHES, et maintenant professeur émérite à l'IHES, et puis a été aussi un président de la Société mathématique de France. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il n'est peut-être même pas le seul dans la salle, voilà. Il y en a un autre. Donc là, en l'occurrence, on va plutôt parler de pour qui et pourquoi est-ce qu'on cultive une certaine diversité en mathématiques. Je vous laisse à ces paroles sages pour en apprendre beaucoup sur le thème. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette journée. Merci pour l'invitation. Je dois me... Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très honoré que vous m'ayez proposé d'intervenir lors de cette cérémonie qui célèbre 25 ans d'Animat. Cette association exemplaire, par son engagement dans la durée, à mener des actions sous beaucoup de formes, tout avec pour objectif de mieux faire connaître les mathématiques et donner un accès plus facile à leurs différentes facettes à des publics différents, notamment de jeunes. En 25 ans, vous avez accumulé un nombre considérable d'expériences qui sont autant de sources d'inspiration pour beaucoup d'autres personnes qui partagent vos objectifs. Je suis d'une certaine façon l'une d'elles et c'est donc avec humilité que j'ai rassemblé pour cette occasion diverses expériences que j'ai eues dans cet esprit. Voici donc quelques pistes que j'ai suivies pour faire vivre les mathématiques. D'abord, comment suis-je arrivé au titre maladroit « Mathématiques, cultiver la diversité, mais avec qui et dans quelle perspective ?» que j'ai donné à cette présentation. Beaucoup d'entre vous savent que nombre de personnes pratiquant les mathématiques, y compris au plus haut niveau, sont d'une certaine façon obsédées par la quête de leur unité. Et dans mon titre, j'ai parlé de diversité. C'est ainsi, ce n'est peut-être pas bien connu, que David Hilbert termine sa fameuse liste des 23 problèmes présentés lors du deuxième congrès international des mathématiciens qui s'est tenu en 1900 à Paris par la phrase, je cite la traduction depuis l'allemand, « L'unité organique des mathématiques est inhérente à la nature de cette science car les mathématiques sont le fondement de la connaissance exacte des phénomènes naturels. » Fin de citation. Un autre mathématicien qui n'a eu de cesse de défendre cette unité est Sir Michael Atiyah, je le cite un peu plus loin. Et il était dès lors tout à fait légitime que la conférence pour honorer sa mémoire ait été intitulée « L'unité des mathématiques ». Dans son essai, donc là c'est une photo d'Alain Kohn et de Sir Michael, dans son essai pour le livre des déchiffreurs, d'où est extrait cette photo, Alain Kohn dit aussi quelque chose de cet ordre quand il écrit. Donc je cite Alain Kohn, toujours autour de l'unité des mathématiques. Un trait essentiel du monde mathématique est qu'il est impossible d'en isoler une partie sans le priver de son essence. Mais peu après, il introduit l'idée suivante, et je cite de nouveau Alain Kohn, on ne devient pas mathématicien en apprenant, on devient mathématicien en faisant des mathématiques. Donc, je continue de citer, ce n'est pas le savoir qui compte, ce qui est important, c'est le savoir-faire. Fin de citation. Ainsi a lâché l'expression « faire des mathématiques », un des chantiers d'Animat. Nous touchons là en effet à une question essentielle qui nous permet d'ailleurs de nous connecter avec Henri Poincaré, impossible de faire autrement en ces lieux, pour qui, et je cite Henri Poincaré, la mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes. Donc là, on est vraiment dans la diversité. Et ça, c'est dans Sciences et méthodes, un des 3 livres de son triptyque merveilleux qui a été republié par Duno en 2013. Cela nous encourage donc à cultiver la diversité, au moins du point de vue des objets mathématiques, mais on doit envisager bien d'autres façons de considérer la diversité. Quels sont les divers processus mathématiques? Quelles sont les diverses pratiques des mathématiques? Qui sont les personnes qui font des mathématiques? Mais aussi, comment les introduit-on à des personnes qui vivent hors des mathématiques? Ces différentes questions sont bien souvent intimement reliées entre elles, comme je vais essayer de le montrer dans la promenade que je vous propose. L'histoire de Pi
un sujet un peu incontournable dans cette semaine du jour de Pi, célébrée dans le monde entier, nous offre beaucoup d'angles sous lesquels des contributions à la connaissance de Pi se sont étalées sur plusieurs millénaires. Une superbe occasion de valoriser la diversité culturelle. D'où sort Pi? Du défi de déterminer le rapport de la circonférence d'un cercle à son rayon. C'est donc d'abord une question pratique. Quelle est sa valeur? Diverses cultures ont formulé des valeurs de plus en plus précises, donnant l'occasion d'enrichir la notion de nombre, comme la formulation impliquant la première forme des fractions chez les Babyloniens il y a plus de 3500 ans. Cet approfondissement a aussi mobilisé des connaissances géométriques de plus en plus fines pour aboutir finalement à l'établissement par Archimède de la valeur approchée 3,14 enseignée partout dans le monde. Mais l'exploration de la nature mathématique plus profonde de Pi n'a eu de cesse depuis l'Antiquité. La question de la quadrature du cercle apparaît déjà chez Euclide. Ces efforts passent inévitablement par une réflexion sur ce qu'est un nombre et quels sont les nombres acceptables. Finalement, il a été établi en 1761 que Pi était un nombre irrationnel. Or, ces nombres étaient des hérésies inacceptables pour les pythagoriciens, au point de récuser comme nombre la mesure de la diagonale du carré de côté l'unité, puisqu'elle vaut racine de 2, provoquant un schisme entre géométrie et nombre. Ce hiatus ne sera surmonté qu'en 1637 par René Descartes dans son supplément Géométrie au discours de la méthode. Pour les pythagoriciens, la musique était une des branches des mathématiques s'appuyant sur des rapports simples de raccourcissement d'une corde fournissant les harmonies les plus riches. L'unisson avec la division par 2, les quintes avec le rapport 2 tiers et les quartes avec le rapport 3 quarts. Cela conduit à la construction d'une première gamme dite diatonique, l'intervalle élémentaire, le ton, étant attaché à la division par 9 huitièmes, qui est obtenu à partir de la différence entre les quintes et les quartes, qui suggère de diviser l'octave en 12 intervalles encore plus élémentaires, les demi-tons. Cette gamme fait malheureusement appel à des fractions bien compliquées, d'où la tentation d'introduire une gamme tempérée avec des demi-tons égaux. Cela veut dire utiliser un nombre qui, multiplié par lui-même 12 fois, donne 2. Horreur! Ce nombre, racine douzième de 2, est un nombre irrationnel qui ne pouvait avoir droit de cité dans la musique pythagoricienne. Pour continuer dans l'évocation de la diversité culturelle sur le sujet de la musique et des gammes, je voudrais présenter quelques extraits d'une histoire de la musique chinoise produite en 1779 par un jésuite, Amiot, après un long séjour en Chine. Les planches que l'on trouve dans ce texte remarquable, dans l'esprit de l'encyclopédie, 1779, mettent en exergue des aspects mathématiques comme cette planche sur les nombres, mais aussi, donc vous voyez que sur cette planche, il y a des calculs sur les 12 demi-tons avec les valeurs qui sont données pour les différentes notes, mais aussi culturelles, comme le montre cette autre planche qui met en correspondance les 12 demi-tons avec les lunaisons. Une correspondance qui, à ma connaissance, est totalement absente de la musique occidentale. Notez qu'elle mentionne aussi un raffinement de la gamme importante dans la musique chinoise, fondamentalement construite sur des gammes pentatoniques, avec 60 hauteurs de tons différentes. Je ne voudrais pas quitter cette visite sommaire des liens entre mathématiques et musique sans citer Denis Diderot, qui s'est beaucoup intéressé aux questions d'esthétique. Une citation de Diderot sur la musique, je cite Diderot, « C'est par les nombres et non par les sens que le caractère sublime d'une musique doit être jugé. » Je voudrais aborder maintenant la diversité des approches possibles des mathématiques, et pour cela, je reviens à Alain Cohn. Dans le même texte que j'ai cité précédemment, donc, qui est extrait de ce livre, qui s'appelle « Les déchiffreurs », il parle du rapport des mathématiques à la musique.
Je cite Alain Cohn, exposer un enfant à la musique vers l'âge de 5 ou 6 ans permet d'équilibrer un petit peu la prépondérance dans son intellect du sens de la vue. Dans les mathématiques, il y a cette dualité fondamentale entre d'un côté la géométrie, qui correspond aux aires visuelles du cerveau et qui donne une intuition instantanée, immédiate, et de l'autre côté l'algèbre, qui n'a rien de visuel et s'inscrit dans le temps. Et l'on peut percevoir cette puissance, l'élaboration de l'algèbre, à travers la musique. Fin de citation. Mais Alain Cohn cite aussi Évariste Galois, c'est un dessin de son frère, et un dessin d'Évariste Galois par son frère, et le rôle que celui-ci donne à la forme des calculs, qu'Alain Cohn formule ainsi. Donc je cite de nouveau Alain Cohn, qui en fait paraphrase Galois. Il faut être capable d'aller au-delà des calculs et comprendre quelle sera leur nature, mais sans vraiment effectuer concrètement les calculs, comprendre de quelle forme sera le résultat, quelle symétrie aura le résultat. Fin de citation. Un superbe exemple de l'utilité d'une telle approche est donné par la formule donnant l'aire d'un triangle dont on connaît la longueur des côtés, attribuée à Héron d'Alexandrie. On sait que les triangles dégénérés, ceux dont les côtés se superposent, ont une aire nulle. Cela signifie que la formule de l'aire doit contenir 3 facteurs correspondant aux 3 façons pour un triangle de s'aplatir. A plus B moins C, quand c'est le côté C qui porte les 2 autres côtés, B plus C moins A, quand c'est cette fois le côté A qui porte les 2 autres, et C plus A moins B, quand c'est le côté B qui porte les 2 autres. L'aire étant quadratique, la formule pour l'aire peut être la racine carrée d'une expression de degré 4, à condition de deviner un 4e facteur. Par symétrie, ça ne peut être que A plus B plus C. La seule chose manquante est le coefficient devant la racine carrée, que l'on obtient par exemple en prenant le cas le plus symétrique, le triangle équilatéral. Cela me permet de faire une autre citation d'Évariste Galois, qui est la suivante. Faire du raisonnement une deuxième mémoire. Pour moi, il est évident que si on a compris comment cette formule est constituée, on ne peut pas l'oublier. J'aborde maintenant la question de la diversité des sujets mathématiques. Les mathématiques offrent une diversité de sujets considérable et cette profusion ne fait que croître. Cependant, certains essaient de faire croire que seuls des sujets nobles mériteraient que l'on fasse des efforts pour les faire connaître. Je m'inscris en faux contre une telle approche des mathématiques et je voudrais donner 2 exemples de sujets qui peuvent paraître anecdotiques et qui sont pourtant intéressants pour entraîner la réflexion et aborder toutes sortes de mathématiques. Le premier a trait à la construction de polyèdres flexibles, des flexaèdres. En 1813, Augustin-Louis Cauchy a montré qu'il n'existe pas de flexaèdre convexe. Et il a fallu attendre 1977 pour que Robert Connelly, après un séjour à l'IHS, en produise un avec 18 sommets. Donc je vous montre l'article, a été publié dans les publications mathématiques de l'IHS, et l'article d'établissement de ce résultat est paru dans le même volume que des articles qui traitent justement de ces fameux sujets nobles. L'article d'Eklund sur les solutions optimales du calcul des variations, un article de Barry Mazur sur les courbes modulaires, un article, ensuite je voulais citer l'article de Sullivan, calcul infinitésimal en topologie. Et alors, je voulais aussi vous montrer que ce flexaèdre existe bien. Enfin, il y en a un exemplaire dû à la diligence de Nicolas Kuiper qui existe à l'IHES, qui a été fabriqué par les services d'électricité de France, en fait. Et alors, la chose intéressante, c'est que des flexaèdres, je vous ai dit qu'il avait 18 sommets, ce flexaèdre, mais des flexaèdres à 11 sommets ont été produits par Nicolas Kuiper et Pierre Deligne. Pierre Deligne, comme vous savez, récipiendaire de la médaille Fields et du prix Abel. Donc ça veut dire que même des mathématiciens comme Pierre peuvent s'intéresser à des sujets secondaires. Une preuve qu'il n'y a pas pour eux de petits problèmes. Le flexaèdre avec le moins de sommets connu à ce jour, à 9 sommets,
Il est produit par Klaus Steffen, aussi après un séjour à l'IHS. Le problème est ouvert pour 8 sommets. Si le cœur vous en dit, soit en prouvant qu'il ne peut en exister, soit en construisant un, vous laisserez votre nom à la postérité. J'aime bien ce sujet, car il est facilement présentable à des élèves de lycée, ce que j'ai fait à de multiples occasions, et encore il y a une quinzaine de jours au lycée français de Berlin. L'autre exemple de question a priori anecdotique a une toto de source. À l'occasion de l'exposition Mathématiques, un dépaysement soudain, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, des contributions ont été fournies par des personnes très différentes, et notamment voilà, la couverture du catalogue de l'exposition, et notamment par des artistes. L'une d'entre elles a été fournie par Takeshi Kitano, connu pour son œuvre cinématographique, ses peintures et ses sculptures, presque toujours marquées par un grand sens de la dérision et de la provocation. Pendant des années, il a aussi animé une émission sur les mathématiques sur une chaîne de télévision privée au Japon. Pour l'exposition, il a proposé le problème que voici. La réponse est 2011. Pourquoi 2011 ? Parce que l'exposition était en 2011. Et donc le problème est le suivant. Il s'agit d'écrire les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui peuvent devenir des nombres suivant comment vous les regroupez. En les séparant, vous avez la totale latitude de les séparer par n'importe quel signe. Des plus, des moins, des divisés, des racines carrées, des factoriels, etc. Et donc le sujet est de trouver une façon de construire 2011 comme résultat d'opérations arithmétiques, ou pas complètement arithmétiques s'il y a des racines carrées, qui soit la plus courte possible. Voilà. Donc ça, c'était le sujet proposé par Kitano. Et alors, ça a engendré beaucoup de solutions et de variantes. Ma grande déception a été de découvrir que très peu après le début de l'exposition, quelqu'un avait posté une solution optimale trouvée à l'aide d'un ordinateur sur les réseaux sociaux. Je vais terminer cette exploration de la diversité des sujets par le témoignage d'une autre artiste, photographe, elle, qui a produit le livre « Do Not Erase », qui a d'ailleurs été présenté dans cet amphi. Jessica Wynne, qui est cette photographe, a photographié une bonne centaine de tableaux de mathématiciens et de mathématiciennes, rassemblant ainsi une foison d'illustrations des différentes façons dont nous utilisons le tableau noir. Excusez-moi. Voilà, ça c'est le livre, et ça c'est Jessica en train de prendre des photos. Elle leur a demandé de dire pourquoi le tableau. Elle leur a demandé aussi de dire pourquoi le tableau noir était si important pour avancer dans leur travail. J'en arrive maintenant à un sujet très sensible pour Animat, qui est un des défis auxquels Animat s'est attaqué au cours de son histoire, et le manque de diversité des personnes faisant des mathématiques, et notamment de faire croître le nombre de femmes que les mathématiques attirent. J'imagine que tout comme moi, vous êtes sidérés par l'ampleur des dégâts faits de ce point de vue par la réforme du lycée qui a 5 ans maintenant. Voir que devant l'ampleur de la catastrophe, nous ramenant 60 ans en arrière, c'est ce que montre ce graphique, le ministère refuse toujours de rapporter une des réformes les plus rapidement destructrices qu'il ait jamais produites, me consterne. Il se contente d'essayer de nous faire croire que le problème va s'estomper et que des mesures cosmétiques vont accompagner un retour à la normale. Sans abandon du cœur de la réforme, il n'y aura pas de retour stable à des pourcentages raisonnables, surtout pour les jeunes femmes, et surtout aucune possibilité de rattraper les dommages considérables causés. J'en arrive maintenant à parler de dans quelle perspective. Il ne me reste que peu de temps pour traiter ce qui nous attend avec les nouvelles perspectives qui s'offrent aux mathématiques en ces temps dominés par la course aux données et à leur exploitation et le développement de l'intelligence artificielle. Bien entendu, il y a d'abord les nouvelles possibilités de calcul qui, à la fois par leur ampleur et leur vaste accessibilité, changent ce qui peut être testé, modélisé. Cela ouvre évidemment de nouveaux horizons, aussi pour la diversité des sujets dans lesquels les mathématiques peuvent être impliquées. Les statistiques, trop souvent méprisées par nombre de collègues, jouent maintenant un rôle central dans beaucoup de sciences et dans la vie sociale, et on leur demande beaucoup plus qu'on ne le faisait dans un passé même encore récent. Un nouveau champ ouvert.
La structuration des données est devenue un problème majeur qui, pour être résolu, demande de développer à une toute autre échelle des outils comme les réseaux de neurones ou les cheminements aléatoires. Ceci renforce bien entendu l'intérêt apporté aux mathématiques stochastiques et aux systèmes dynamiques. Tous ces domaines posent autant de défis pour pouvoir mieux les appréhender, pour rendre les outils qui s'y développent naturels. Identifier de nouveaux petits problèmes fait partie du défi car la diversité des approches est encore plus valable pour ces territoires encore mal balisés. Certains pensent qu'il sera possible à des machines de développer des raisonnements mathématiques par elles-mêmes. C'est d'une certaine façon ce qu'anticipent les équipes de DeepMind, le laboratoire d'intelligence artificielle de Google, avec son logiciel Alpha Geometry, qui a résolu presque tous les problèmes de géométrie donnés aux Olympiades internationales de mathématiques. Publication d'un article il y a un mois. Je risque une conclusion inquiète. Cela concerne le rôle qu'ont pris les images dans la vie de presque tout le monde. J'essaie de m'en préserver et d'en préserver mes petits-enfants, mais je n'ai montré que des images. Dès que je prends un transport en commun, ce qui m'arrive souvent, je suis confronté à toutes ces personnes les yeux fixés sur une vidéo qui passe sur l'écran de leur téléphone. Comme le suggérait Alain Cohn dans l'essai dont j'ai cité un extrait, les images produisent un effet global. Leur support bidimensionnel ne préserve pas l'ordre qu'a le discours qui est linéaire. L'impact est presque inévitablement d'abord des images, et d'abord émotionnel avant d'être rationnel. J'y vois personnellement un grand danger, avec presque sûrement une dégradation de l'importance qui est attachée au discours. Ce serait un très grand danger pour les mathématiques, dont le développement s'appuie de façon essentielle sur une suite d'arguments rationnels qui s'enchaînent. Pour conclure cette promenade, je voudrais vous offrir une approche plus poétique des mathématiques en donnant la parole à deux personnages pour qui j'ai une grande admiration. J'ai déjà fait parler le premier, il s'agit de Sir Michael Atiyah. Parmi les trésors que l'on trouve dans le livre Les Déchiffreurs, il y a en particulier ce texte de Sir Michael, dont les auteurs du livre, Jean-François Dars, Annie Klein et Anne Papillot, ont fait le texte d'ouverture. Je cite la traduction par Atiyah lui-même de son texte qu'il avait écrit en anglais, bien entendu. Et donc je cite Sir Michael. « Lorsqu'il fait grand jour, les mathématiciens vérifient leurs équations et leurs preuves, retournant chaque pierre dans leur quête de rigueur. Mais quand vient la nuit, que baigne la pleine lune, ils rêvent, flottant parmi les étoiles et s'émerveillant au miracle des cieux. C'est là qu'ils sont inspirés. Il n'y a sans le rêve ni art, ni mathématiques, ni vie. » Fin de citation. L'autre personnage que je voudrais utiliser comme conclusion est peut-être une surprise pour vous, puisqu'il s'agit de Victor Hugo. L'une des deux préfaces de son grand œuvre, La légende des siècles, se présente ainsi. Le titre et le sous-titre sont de lui. La vision. D'où est sorti ce livre ? Il n'est pas de brouillard comme il n'est point d'algèbre, qui résiste au fond des nombres ou des cieux, à la fixité calme et profonde des yeux. Je regardais ce mur d'abord confus et vague, où la forme semblait flotter comme une vague, où tout semblait vapeur, vertige, illusion, et sous mon œil pensif, l'étrange vision devenait moins brumeuse et plus claire, à mesure que ma prunelle était moins troublée et plus sûre. J'en ai fait l'exergue de mon cours de calcul variationnel à l'école polytechnique pour des raisons que vous pouvez aisément deviner. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions, si quelqu'un a une question. Bonjour professeur, merci pour l'intervention. En fait, donc moi, j'ai fait un peu de maths comme tout le monde, bac D, malheureusement. Moi, ma question, c'est que tout à l'heure, vous avez cité, quand on rentre dans les transports en commun, ils sont tous sur leur portable. Ok. Donc, il y a quelque chose de bizarre, comme dirait Goldman. Mais bon, maintenant, la question, c'est que Michel Serres, petite poussette, j'ai l'impression qu'il donne une piste. C'est-à-dire que c'est pas fermé, c'est pas du tout fermé, c'est même ouvert. Qu'est-ce qu'on peut faire alors
concrètement, parce que la différence entre Michel Serres et vous, par exemple, c'est, si je puis me permettre, hein, c'est que vous êtes dedans dans les maths. Lui, il est dedans, mais peut-être il était dedans, mais peut-être pas dedans complètement. Donc du coup, la question c'est comment on fait pour pour essayer d'appliquer ce qu'il dit, pour justement faire de la petite poussette en maths. D'abord, le sujet de diversité, il est aussi que, suivant les personnes, suivant les circonstances, ce qui peut être un chemin va être quelquefois un chemin et quelquefois pas un chemin. Je l'ai personnellement expérimenté avec mes enfants. J'ai un seul fils qui a fait des choses mathématiques, statistiques. Mes autres enfants font complètement autre chose. J'ai un fils qui élève des chevaux, par exemple, donc le rapport aux mathématiques est très éloigné. Mais je le vérifie aussi avec mes petits-enfants, avec lesquels j'ai échangé beaucoup, et dans lesquels j'ai une philosophe, un journaliste, mais pas de scientifique. Et pourtant, je leur ai parlé beaucoup de mathématiques. Donc comment aborder et créer l'intérêt? Les circonstances sont très variables. Les réactions sont très, très différentes. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut justement cultiver cette diversité. Parce que suivant le contexte, suivant les appétences, on va avoir une chance d'accrocher ou de ne pas accrocher, et qu'il faut se donner cette capacité d'intervenir depuis différents points de vue, sauf d'autant plus que parmi les gens qui posent des très bonnes questions mathématiques, il y a beaucoup de non-mathématiciens, évidemment. Et donc ça fait partie d'une chose que la communauté souvent ne fait pas, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui savent et puis les autres, et c'est pas comme ça, je crois qu'il faut qu'on se comporte globalement, collectivement, et ça, évidemment, c'est une sorte d'apprentissage collectif de la communauté, de savoir s'ouvrir d'une façon plus marquée qu'elle ne l'a peut-être fait dans son histoire, spécialement en France, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où la situation est très différente. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Bonjour professeur. J'avais une question par rapport au diagramme sur les conséquences de la réforme du baccalauréat. Oui, celui-ci, voilà. Qu'appelez-vous donc dans ce diagramme le bac de sciences désormais, avec le choix des spécialités, les 3 spécialités choisies en première et les 2 spécialités conservées en terminale? Comment définissez-vous un bac de sciences dans ce diagramme? Là, je me suis évidemment fié aux personnes qui ont suivi cette chose depuis longtemps et qui ont, rassemblé les données et organisé les données. Effectivement, le paysage est un paysage qui a évolué au cours du temps. On a parlé dans les années 90 de la fin de la terminale C et puis l'apparition de S. Et puis là, récemment, pour la réforme du lycée, elle était quand même très brutale puisque finalement, il y avait plus de... On a la réponse dans la salle. Je te laisse répondre, tu es bien plus compétente que moi pour le faire. Merci Jean-Pierre. Donc je vais répondre puisque c'est moi qui ai fabriqué le graphique. Donc c'est plus simple. Donc le graphique, il récapitule l'évolution des effectifs des élèves à parcours scientifique. Alors parcours scientifique, évidemment, il y a eu des réformes au cours des 60 dernières années. Donc on est passé d'un système de série qui date de avant. Alors j'ai pris des données à partir de 62. Si j'avais été précis, j'aurais pris 68, qui est le premier bac réformé à partir des plans d'industrialisation de la France et des séries ABCDE. Et donc en fait, à partir de 68, mais même avant, on a déjà des séries scientifiques qui sont C, D et E. La série littéraire qui est la série A, la série économique qui est la série B. Et avec ces transformations qui sont un peu dans la continuité en 95, puisque la série S regroupe du coup C, D, E. Donc on a une identification claire des séries scientifiques jusqu'en 2019. Et à partir de la réforme 2019, comme il y a la destruction de la notion de série, il faut faire une continuité. Donc vous avez raison de poser la question. Donc la continuité s'est faite on a arbitré
la continuité à partir du volume horaire enseigné en terminale. Donc le volume horaire de sciences comprenait au moins 15h30 de sciences et, alors 5h30 localement, mais surtout 6h de maths au moins, pour tous ces élèves des parcours scientifiques depuis 68 jusqu'à 2019. Et donc c'est la base qui a permis de réaliser ce graphique, ce qui signifie que pour pouvoir assurer la continuité, on a pris 12 heures de sciences, puisqu'on ne peut pas avoir plus, alors, dans le cursus standard des élèves actuellement, 12 heures de sciences minimum, et 6 heures de maths, puisque en dessous, on est sur un système d'options qui n'assure que 3 heures de maths, et ça, c'est du jamais vu, même avant 68. En fait, dans les séries sciences expérimentales, il y avait 4 heures. Voilà. Donc, entre 62 et 68, il y a un petit hiatus que j'aurais pu exposer, mais ce n'était pas très important, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est vraiment la durée, et puis ce qui se passe avant, c'est parce que j'avais les données et que je les ai mises là. Mais vraiment, c'est 12 heures de sciences minimum, mais c'est très bas par rapport à ce qu'il y avait avant, et 6 heures de maths, avec une exception entre 2000 et 2009, où il y a eu 5h30 en terminale S, et après, c'est remonté à 6 heures. Mais en fait, le 5h30, c'était parce qu'il y avait en première beaucoup plus d'heures, et donc si on voulait vraiment récapituler les volumes horaires enseignés en sciences, on prendrait tout le cycle première terminale et on verrait qu'il y a une diminution permanente des horaires enseignés et en maths et en sciences au cours des 60 dernières années. Pour donner la référence de graphique, c'est un article qui est sorti le 7 mars dans The Conversation, que vous pouvez trouver en fait. Comme ça, vous avez tout le détail de la méthodo et puis les autres graphiques qui parlent des inégalités et puis de cette massification. C'est très très succinct, hein, parce que c'est un article court, mais en tout cas vous avez un certain nombre de sources, et ensuite un article plus détaillé sur le site du collectif Maths et Sciences, où là il y a davantage de sources, notamment en sociaux. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question ici? Bonjour monsieur. Bon, pour moi qui suis un fidèle lecteur du cours de calcul variationnel, voilà, désolé. Un vieux lecteur. J'ai juste une remarque pour éclairer le graphique. L'étiage que vous dénoncez, en fait, correspond au chiffre de la fin des années 86-90, qui est contemporain d'une autre grande décision d'un ministre de l'Éducation nationale, qui est celle des 80% de la génération qui a le bac, en fait. Donc, il y a une autre peut-être profondeur de ce graphique à regarder, qui est le défi de la démocratisation de l'enseignement des sciences, si je peux me permettre. Donc, vous avez tout à fait raison de mentionner ça. Quand on regarde ces chiffres, évidemment, il faut... moi, je suis d'une génération où déjà accéder au collège était quelque chose de sélectif. Voilà. Et donc, évidemment, il y a eu une évolution considérable, déjà de passage presque systématique au collège, et ensuite l'accès au lycée, et ensuite l'accès à l'enseignement supérieur, qui s'est accéléré de façon considérable, qui change évidemment de façon très significative, et évidemment entraîne des augmentations presque mécaniques. Donc la pente croissante est directement liée aussi à des changements de la population qui est affectée. La chose qui reste, c'est quand même le décalage entre les garçons et les filles qui s'est brusquement réaffirmé de façon extrêmement brutale. En tout cas, merci. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de la conférence.